Vos émotions ne vous révèlent pas toujours. Parfois, elles vous livrent. Il faut commencer par là, sans consolation. On vous a peut-être appris à respecter ce que vous ressentez comme une vérité intime, presque sacrée, une preuve que vous êtes vivant, profond, humain. Mais dans le monde réel, ce que vous ressentez devient très vite une information disponible pour les autres. Votre colère indique où l'on peut vous pousser. Votre blessure montre ce que l'on peut retourner contre vous. Votre peur dessine la limite de votre courage. Votre attachement révèle le lieu exact où l'on peut vous retenir. Vous croyez montrer votre authenticité. Souvent, vous montrez simplement la poignée de la porte. Machiavel n'aurait pas eu besoin de la psychologie moderne pour comprendre cela. Il savait que l'homme gouverné par son agitation intérieure devient gouvernable par n'importe qui. Celui qui se met en colère au moment prévu obéit déjà à celui qui l'a provoqué. Celui qui se justifie dès qu'on le touche se place lui-même dans le tribunal d'autrui. Celui qui aime sans retenue, qui s'ouvre sans discernement, qui confond confiance et abandon, offre aux autres non seulement son cœur, mais le plan de ses défenses. Ce n'est pas la sensibilité qui détruit un homme. C'est l'absence de souveraineté sur ce qu'elle déclenche. Il ne s'agit pas de devenir vide. Le vide n'impressionne personne longtemps. Il ne s'agit pas non plus d'arracher de soi toute tendresse, toute peur, toute joie, toute douleur, comme si la puissance devait ressembler à une pierre. Cette caricature appartient aux esprits grossiers. La question est plus précise, plus dangereuse. Qui décide du moment où votre émotion devient visible? Vous, ou celui qui vient de vous toucher? Si un mot suffit à modifier votre visage, si une remarque suffit à changer votre respiration, si une absence suffit à désorganiser votre journée entière, alors votre monde intérieur n'est pas encore à vous. Il est seulement gardé par des portes mal fermées. La force véritable commence dans cette région silencieuse où l'on sent l'émotion monter sans lui remettre les clés. Elle monte, oui. Elle traverse le corps. Elle frappe à la gorge, à la mâchoire, aux mains, au ventre. Mais elle ne gouverne pas nécessairement. Entre la sensation et l'acte, il existe un espace minuscule que la plupart des hommes n'habitent jamais. Il passe directement de l'impact au geste, de la blessure à la parole, de la peur à la défense. Puis ils appellent cela être vrai. En réalité, ils n'ont pas été vrais. Ils ont été immédiats. L'immédiateté est l'une des formes les plus sous-estimées de l'esclavage. Celui qui réagit trop vite croit défendre sa dignité, alors qu'il montre seulement la vitesse à laquelle on peut l'atteindre. Il pense reprendre le contrôle parce qu'il répond, parce qu'il élève la voix, parce qu'il explique, parce qu'il frappe le mur avec ses mots. Mais il ne choisit ni le moment, ni le terrain, ni la forme. L'autre a lancé l'appât. Lui a mordu. La scène était déjà écrite avant son entrée. Il n'a fait que jouer le rôle prévu. C'est pour cela que Machiavel insistait tant sur l'apparence, non comme coquetterie, mais comme architecture du pouvoir. Tous voient ce que vous paraissez être. Très peu touchent ce que vous êtes. Et ceux qui touchent vraiment ne peuvent pas toujours lutter contre l'opinion de ceux qui n'ont vu que la surface. Cette phrase, comprise superficiellement, produit des acteurs. Comprise profondément, elle produit des hommes prudents. Votre visage public n'est pas un mensonge si vous savez pourquoi vous le portez. Il est une frontière. Il est la partie de vous que le monde est autorisé à rencontrer sans entrer dans votre sanctuaire. On a beaucoup sali l'idée du masque parce qu'on l'a confondu avec la falsification. Mais le masque n'est pas nécessairement une imposture. Il peut être une protection de la vérité. Tout ce qui est vrai en vous ne mérite pas d'être exposé à tous. Une blessure montrée trop tôt devient une arme dans la main de quelqu'un qui n'avait pas encore prouvé sa délicatesse. Une joie offerte sans mesure révèle vos dépendances. Une peur visible attire ceux qui vivent de l'avantage psychologique. Le monde n'est pas peuplé seulement de consciences généreuses capables de recevoir votre transparence avec respect. Il est aussi plein de regards qui calculent sans l'avouer. Le masque dont il est question ici n'est donc pas une comédie. Il n'est pas le sourire poli que l'on colle sur une fatigue. Il n'est pas le personnage social qui remplace l'âme. Il est une surface choisie. Une manière de dire « tout ce que je suis ne vous est pas dû ». Le faible répand son intériorité autour de lui et appelle cela franchise. Le fort distingue. Il sait que certaines choses doivent rester hors d'atteinte, non parce qu'elles sont honteuses, mais parce qu'elles sont précieuses. Ce que l'on laisse partout cesse d'être protégé par sa rareté. À partir de là, une règle froide apparaît. Ne laissez jamais le monde voir directement l'endroit où il pourrait vous tenir.
Ne montrez pas votre colère à ceux qui cherchent vos déclencheurs. Ne montrez pas votre peur à ceux qui collectionnent les limites. Ne montrez pas vos attentes à ceux qui savent transformer l'espoir en laisse. Ne montrez pas trop vite votre admiration, car l'admiration aussi vous incline. Gardez en vous une part non lisible. Une chambre sans fenêtre. Un lieu où l'autre ne peut pas entrer simplement parce qu'il a prononcé la bonne phrase au mauvais moment. Ce n'est pas de la paranoïa. La paranoïa imagine des ennemis partout parce qu'elle ne sait plus lire le réel. La prudence, elle, n'a pas besoin d'inventer. Elle observe. Elle sait que la plupart des hommes ne sont pas monstrueux, mais faibles, intéressés, changeants, soumis à leurs peurs, à leurs besoins, à leurs avantages immédiats. Et cela suffit déjà à rendre dangereuse une transparence excessive. On peut aimer les êtres humains sans leur remettre toute la carte de son monde intérieur. On peut être loyal sans devenir disponible à la trahison. On peut être sensible sans faire de sa sensibilité une place publique. Le silence devient alors une arme, mais pas au sens vulgaire. Il ne s'agit pas de punir par le mutisme, ni de fabriquer un mystère artificiel autour d'une personnalité creuse. Le vrai silence n'est pas décoratif. Il est stratégique parce qu'il retire aux autres ce qu'ils attendaient. Votre réaction, votre justification, votre panique, votre besoin de remplir le vide. Lorsque vous parlez trop vite, vous donnez de la matière. Lorsque vous argumentez trop longtemps, vous montrez l'importance de l'attaque. Lorsque vous expliquez votre esprit à celui qui voulait seulement le troubler, vous lui offrez une carte qu'il n'avait pas méritée. Il y a dans le silence une violence plus fine que dans la parole. La parole entre dans le combat. Le silence déplace le combat hors de portée. Celui qui voulait vous provoquer se retrouve soudain seul avec son geste. Il attend une réponse qui ne vient pas. Il a préparé l'escalade, vous lui retirez l'échelle. Alors il parle davantage. Il ajoute. Il se corrige. Il cherche à savoir s'il a touché. Il remplit lui-même l'espace qu'il croyait avoir ouvert en vous. Et pendant qu'il remplit, il se révèle. Les êtres humains supportent mal le vide. Ils y versent ce qu'ils tentaient de cacher. Une personne nerveuse parlera trop. Une personne coupable expliquera avant qu'on lui demande. Une personne qui ment ajoutera des détails dont personne n'avait besoin. Une personne avide déguisera son intérêt en sollicitude. Une personne blessée par votre calme cherchera à vous faire descendre dans son agitation. Le silence, bien tenu, ne sert pas seulement à vous protéger. Il sert à laisser les autres venir jusqu'à la surface d'eux-mêmes. Mais pour que le silence devienne pouvoir, il doit être habité. Un silence crispé reste une réaction. Un silence qui bouillonne derrière les yeux reste lisible. Un silence dont la mâchoire serre chaque seconde raconte déjà la blessure qu'il prétend cacher. La maîtrise n'est pas d'avoir la bouche fermée pendant que tout le corps crie. La maîtrise commence lorsque le corps lui-même cesse de supplier la scène de reconnaître son trouble. Le visage ne doit pas devenir dur, il doit devenir indisponible. Il faut apprendre cette indisponibilité dans les petites humiliations, parce que les grandes ne font que révéler l'entraînement déjà présent. La remarque piquante. Le message froid. Le retard volontaire. L'ironie glissée devant les autres. Le regard qui jauge. La critique déguisée en conseil. Ce sont de petites scènes, mais elles enseignent au système nerveux qui commande. Si vous vous donnez immédiatement à chacune d'elles, vous habituez le monde à vous déplacer avec peu d'efforts. Si vous les recevez comme des informations, vous commencez à changer la nature de votre présence. La réaction est une dépense. Il faut cesser de la donner à tout ce qui vous sollicite. Certains événements méritent une réponse. Beaucoup ne méritent qu'un classement. Une offense peut être enregistrée sans être honorée par une scène. Une trahison peut être comprise avant d'être discutée. Une provocation peut être vue sans être suivie. On confond souvent la maîtrise avec la passivité, parce qu'on croit que ne pas réagir, c'est subir. Mais celui qui ne réagit pas n'est pas nécessairement immobile. Il peut être en train de décider. Cette nuance est capitale. Réagir, c'est être tiré par ce qui arrive. Décider, c'est faire passer ce qui arrive devant une autorité intérieure. Le monde lance du bruit. Vous ne devenez pas le bruit. Quelqu'un attaque. Vous ne devenez pas l'attaque. Quelqu'un ment. Vous ne devenez pas immédiatement une tempête d'indignation. Vous observez ce qui vient d'être révélé. Vous laissez l'événement perdre son pouvoir de choc pour devenir matériau.
C'est à cet instant précis que l'homme cesse d'être utilisé par ses émotions et commence à utiliser ce que ses émotions lui signalent. Car il ne faut pas haïr l'émotion. Ce serait encore lui donner trop de place. L'émotion est parfois un messager brutal. Elle indique une frontière, une peur, un attachement, une ancienne blessure, une intuition qui n'a pas encore trouvé ses mots. Mais un messager n'est pas un roi. Le problème de la plupart des hommes n'est pas qu'ils ressentent. C'est qu'ils confondent le messager avec le commandement. Ils se sentent humiliés, donc ils parlent. Ils se sentent menacés, donc ils attaquent. Ils se sentent abandonnés, donc ils s'accrochent. Leur vie devient un gouvernement de sensations. Machiavel aurait méprisé cette imprudence, non par absence de cœur, mais parce qu'il savait que l'ordre intérieur précède toute forme de pouvoir durable. Un prince qui se laisse provoquer par chaque offense finit par disperser ses forces dans 1000 petites guerres. Il répond ici, se défend là, punit trop vite, pardonne par faiblesse, se venge par vanité, se confie à ceux qui l'applaudissent, craint ceux qui le regardent froidement. Bientôt, il ne gouverne plus. Il est gouverné par les stimulations que les autres savent placer devant lui. La même chose se produit dans une existence ordinaire. Chaque colère inutile vous coûte une position. Chaque confession donnée trop tôt vous coûte une protection. Chaque amour sans discernement vous coûte une part de liberté. Chaque peur montrée à ceux qui ne vous veulent pas du bien élargit leur territoire. On ne perd pas toujours son pouvoir dans de grands effondrements. On le perd par petites fuites. Un mot de trop. Une réaction trop visible. Une confiance offerte avant l'épreuve. Une douleur exposée à des mains incapables de la respecter. Il faut donc reprendre possession des seuils. Qui reçoit votre colère? Qui reçoit votre vulnérabilité? Qui reçoit votre joie? Qui reçoit votre peur? Qui a le droit de vous voir dans votre état brut? Ces questions paraissent froides seulement à ceux qui ont confondu l'accès avec l'amour. Pourtant, toute vie intérieure sérieuse exige une garde. Ce que vous ne protégez pas sera interprété, utilisé, parfois retourné contre vous. Non toujours par cruauté, par opportunité, par faiblesse, par intérêt, par cette médiocrité banale qui suffit à abîmer les choses délicates. Ne donnez donc pas votre vérité comme on laisse une fenêtre ouverte dans une rue inconnue. Choisissez. Mesurez. Observez le temps. Observez la pression. Observez ce que les autres font de petites informations avant de leur en confier de grandes. Celui qui trahit une nuance trahira une blessure. Celui qui déforme un détail déformera une confession. Celui qui se sert d'une faiblesse légère comme d'une plaisanterie saura se servir d'une faiblesse profonde comme d'une arme lorsqu'il aura peur. C'est ici que le masque rejoint le silence et que le silence rejoint l'observation. Vous ne vous cachez pas pour devenir opaque par orgueil. Vous vous retenez pour mieux voir. Trop de gens se précipitent à montrer qui ils sont avant d'avoir compris qui se trouve devant eux. Ils veulent être aimés vite. Être crus vite. Être reçus vite. Cette hâte leur coûte cher. L'autre n'a pas encore prouvé sa qualité de regard, et déjà il lui confie des matières intérieures qu'il ne saura peut-être pas porter. Puis il s'étonne que leur vérité soit maltraitée. La lucidité impose un rythme plus lent. Les êtres se lisent dans le temps, non dans les déclarations. Les mots peuvent promettre n'importe quoi. Le corps, les habitudes, les choix répétés, les réactions sous pression parlent mieux. Regardez ce que quelqu'un fait lorsqu'il est contrarié. Regardez comment il parle de ceux dont il n'a plus besoin. Regardez s'il protège ce qu'on lui confie ou s'il transforme chaque secret en monnaie sociale. Regardez s'il sait perdre sans salir. Regardez s'il sait vous contredire sans vous diminuer. Là se trouvent les vérités qui valent plus que les serments. Le monde devient moins confus lorsque l'émotion cesse de courir devant les yeux. Vous entendez mieux. Vous voyez plus tôt. Vous remarquez les incohérences faibles, les petites dissonances, les gestes qui ne correspondent pas aux phrases. Un visage qui sourit trop vite. Une générosité qui attend déjà son remboursement. Une affection qui cherche surtout l'accès. Une loyauté qui disparaît dès qu'elle n'est plus avantageuse. Rien de cela n'est absolument certain au premier regard. Mais l'homme calme accumule les signes. L'homme agité les manque. C'est pourquoi le contrôle émotionnel n'est pas une prison. Il est une augmentation de perception. Lorsque vous n'êtes plus occupé à défendre votre ego à chaque seconde, le réel entre plus nettement. Les autres deviennent lisibles. Les situations perdent leur brouillard.
Les douleurs deviennent instructives au lieu d'être seulement envahissantes. Vous cessez de vivre dans l'intérieur brûlant de chaque événement et vous commencez à apercevoir sa forme. Voilà peut-être la première vraie récompense de la maîtrise. Non pas paraître fort, mais voir clair. Et voir clair change la nature de la douleur elle-même. La douleur n'est plus seulement ce qui vous arrive. Elle devient ce qui vous renseigne. Une trahison révèle la qualité d'un lien. Un échec révèle la faiblesse d'un système. Une humiliation révèle l'endroit où vous cherchiez encore la permission d'exister. Une perte révèle ce que vous aviez laissé devenir trop central. La douleur ne devient pas agréable. Il serait indécent de le prétendre. Mais elle cesse d'être souveraine lorsqu'elle est interrogée avec assez de froideur. Tout mène à cela, ne plus laisser l'extérieur rédiger votre monde intérieur. Cette phrase paraît simple. Elle ne l'est pas. Elle demande un travail quotidien presque ingrat, retenir une phrase, fermer une porte, ne pas tout dire, ne pas tout croire, observer quand le corps voudrait se précipiter, attendre quand la vanité réclame une victoire visible, agir quand la peur conseille une paix lâche. La maîtrise n'a rien de spectaculaire. Elle se construit dans des secondes que personne ne remarque. Mais ces secondes finissent par changer la forme entière d'une vie. L'homme dominé par ses émotions vit en exposition permanente. Il croit être libre parce qu'il exprime tout. En réalité, il dépend de tout ce qui sait le faire exprimer. L'homme qui devient souverain ne ressent pas moins nécessairement. Il laisse moins de choses décider à sa place. Il choisit ce qui sera vu, ce qui sera gardé, ce qui sera transformé en silence, en distance, en apprentissage ou en action. Ce choix, répété assez longtemps, finit par produire une présence que les autres sentent avant même de la comprendre. Alors seulement le calme cesse d'être une posture. Il devient une menace douce pour le chaos environnant. Les opinions perdent leur ancien pouvoir. Les provocations arrivent et trouvent moins de prise. Les trahisons, lorsqu'elles se révèlent, instruisent plus qu'elles ne détruisent. Les douleurs ne disparaissent pas, mais elles cessent de parler avec la voix du destin. Quelque chose en vous se retire de la place publique et retourne à son centre. Et peut-être que tout commence vraiment lorsque vous comprenez ceci. Le monde n'a pas besoin de vous posséder entièrement pour vous contrôler. Il lui suffit de connaître les boutons sur lesquels appuyer. Votre tâche n'est pas de nier que ces boutons existent. Votre tâche est de les retirer de la main des autres. Un homme n'est pas libre parce qu'il n'a plus de tempête. Il commence à l'être lorsque la tempête peut passer sans devenir son maître. Il faut maintenant regarder plus froidement ce que les émotions font à votre jugement. Elles ne se contentent pas de vous traverser. Elles sélectionnent le monde à votre place. La colère vous fait voir des ennemis là où il y avait peut-être seulement une faiblesse. La peur agrandit les conséquences avant qu'elles n'existent. Le désir embellit ce qui devrait être interrogé. La blessure rend coupable des détails qui n'étaient parfois que des détails. Une émotion forte ne déforme pas seulement votre humeur. Elle modifie la carte entière de ce que vous croyez percevoir. C'est pourquoi l'homme dominé par l'émotion se trompe rarement une seule fois. Il se trompe en chaîne. Il parle trop vite, puis il doit réparer ce qu'il a dit. Il s'attache trop vite, puis il doit survivre à ce qu'il a livré. Il fait confiance trop vite, puis il appelle trahison ce qui était déjà visible pour un regard moins affamé. Il se défend trop vite, puis il donne à l'autre la preuve qu'il avait trouvé l'endroit sensible. L'émotion non gouvernée transforme l'existence en succession de portes ouvertes. Machiavel aurait vu dans cette imprudence une faute politique. Même dans la vie intime, chaque être possède un territoire à défendre, son attention, ses informations, ses fidélités, ses colères, ses dépendances. Celui qui ne gouverne pas ce territoire sera gouverné par ceux qui savent l'explorer. Il suffit parfois d'une flatterie pour l'ouvrir, d'une provocation pour le déplacer, d'un silence pour le faire courir, d'une absence pour le rendre suppliant. Alors il croit aimer, combattre, choisir. En réalité, il répond à des pressions. La confiance mérite ici d'être traitée sans romantisme. Faire confiance à tout ce que l'on aime est l'une des manières les plus élégantes de se rendre vulnérable à ce qui changera demain. Les hommes ne trahissent pas toujours parce qu'ils sont mauvais. Ils trahissent parce qu'ils ont peur, parce qu'ils veulent sauver quelque chose, parce qu'un avantage apparaît, parce qu'ils se découvrent plus faibles que leurs promesses. La loyauté proclamée dans le confort vaut moins qu'un geste maintenu sous pression. C'est sous la pression que les êtres se révèlent. Il ne s'agit pas de vivre dans la méfiance totale. La méfiance totale est encore une prison, simplement décorée avec les meubles de la prudence. Il s'agit de ne plus donner le centre trop vite.
Offrez d'abord la surface. Puis le temps. Puis l'épreuve. Puis seulement une part plus profonde. Celui qui exige immédiatement tout votre accès confond l'intimité avec la possession. Celui qui mérite votre confiance saura respecter les portes qui ne s'ouvrent pas encore. Votre monde intérieur doit avoir des chambres. Certaines peuvent recevoir les conversations ordinaires. D'autres demandent une présence plus stable. Les dernières ne devraient presque jamais être visitées. Là se trouvent vos peurs les plus profondes, vos ambitions les plus nues, vos blessures encore actives, les désirs capables de vous rendre négociables. Livrer cela sans discernement, ce n'est pas être vrai. C'est déposer vos armes sur la table en espérant que personne ne les retournera contre vous. La douleur, elle aussi, doit changer de fonction. Tant qu'elle reste maître, elle vous ramène sans cesse au même endroit. Elle vous fait rejouer la scène, rechercher la phrase, reconstruire l'ancien visage, imaginer ce que vous auriez dû voir ou dire. Elle prétend vous protéger, mais souvent elle vous enferme dans le moment même où vous avez été atteint. La douleur devient tyrannique lorsqu'elle transforme un événement en identité. Il faut la forcer à devenir matière. Non pas l'aimer. Non pas la remercier avec cette fausse noblesse qui sent la consolation facile. La disséquer. Qu'a-t-elle révélé? Quelle naïveté a-t-elle exposée? Quelle dépendance cachée a-t-elle rendue visible? Quelle personne avez-vous idéalisée parce que vous aviez besoin qu'elle soit différente? Quelle part de vous cherchait encore une permission extérieure? Ces questions ne guérissent pas doucement. Elles coupent. Mais ce qui coupe peut parfois séparer la lucidité de l'illusion. Un échec peut montrer la faiblesse d'un système. Une trahison peut montrer la fragilité d'un choix. Une humiliation peut montrer l'endroit où votre valeur dépendait encore d'un regard. Une perte peut montrer ce que vous aviez laissé devenir trop central. Rien de cela ne rend la douleur belle. Mais cela l'empêche de régner sans examen. L'homme lucide ne laisse pas ses blessures écrire seul le reste de sa vie. Il les interroge jusqu'à ce qu'elles rendent ce qu'elles contiennent. C'est ici que l'agressivité doit elle aussi être reprise. Beaucoup d'hommes se croient puissants parce qu'ils explosent. Ils confondent la décharge avec la force. Ils répondent immédiatement, haussent la voix, durcissent le visage, annoncent leur attaque avant même d'avoir choisi la meilleure position. Leur violence les soulage plus qu'elle ne les sert. Elle donne au corps une illusion de victoire pendant que la stratégie s'effondre. L'agressivité contrôlée est d'une autre nature. Elle ne disparaît pas, elle attend. Elle ne se répand pas, elle se concentre. Elle ne cherche pas à impressionner, elle cherche le point juste. Parfois, elle ne parle pas. Parfois, elle se contente de retirer un accès. Parfois, elle répond plus tard, avec une précision que l'émotion immédiate aurait détruite. Parfois, elle ne fait rien, parce que ne rien faire à cet instant conserve plus de pouvoir qu'une réaction brillante mais inutile. Cette patience n'a rien de faible. Elle exige plus de force que l'explosion. L'explosion obéit au nerf. La patience obéit à une architecture. Elle sait que tous les conflits ne méritent pas votre feu, que toutes les personnes ne méritent pas votre clarté, que toutes les provocations ne méritent pas même votre mépris. Garder sa force est déjà une manière de l'augmenter. On ne devient pas dangereux en brûlant partout. On le devient en décidant où l'on brûle. Peu à peu, cette maîtrise modifie votre présence. Les autres sentent moins de prise. Ils ne savent plus exactement quel mot vous fera vaciller, quelle provocation vous fera parler, quelle absence vous fera courir. Vous devenez moins prévisible, donc moins utilisable. Votre calme n'est plus une décoration morale. Il devient une frontière. Et ceux qui vivent de la réaction des autres comprennent très vite lorsqu'une frontière ne s'ouvre plus au premier choc. Ce n'est pas que vous ne ressentez plus. Ce serait trop simple, trop pauvre. Vous ressentez, mais vous ne distribuez plus vos sensations comme des informations publiques. Vous souffrez, mais vous n'offrez plus toujours le spectacle de votre blessure. Vous êtes touché, mais vous ne donnez pas automatiquement à ceux qui vous touchent le droit de vous conduire. Cette différence, presque invisible au début, finit par réorganiser toute une vie. L'homme intouchable n'est donc pas celui que rien n'atteint. C'est celui chez qui ce qui atteint ne commande plus immédiatement. Il peut recevoir le choc et garder le centre. Il peut entendre l'insulte et étudier la bouche qui l'a produite. Il peut découvrir une trahison et ne pas s'effondrer devant celui qui l'a trahi. Il peut perdre quelque chose sans laisser cette perte devenir son nom. C'est une souveraineté plus obscure que la confiance en soi.
La confiance en soi veut souvent encore être admirée. La souveraineté, elle, n'a pas besoin de témoins. Elle agit dans le silence, dans la retenue, dans la lenteur choisie, dans la part de vous que personne ne peut convoquer sur commande. Elle n'annonce pas qu'elle est forte. Elle cesse simplement d'être disponible à ceux qui l'affaiblissaient. Le monde continuera de vous provoquer, de vous séduire, de vous blesser, de vous tester. Il continuera parce que c'est sa manière de chercher les portes. Mais certaines portes peuvent disparaître. Certaines réactions peuvent mourir faute d'être nourries. Certaines anciennes faiblesses peuvent devenir des lieux surveillés. Et à mesure que cela se produit, vous ne devenez pas moins humain. Vous devenez moins gouvernable. Il reste enfin à comprendre ce que signifie devenir intouchable. Ce mot est souvent mal compris. Il ne désigne pas un homme que rien ne traverse, une créature froide, fermée, incapable d'attachement ou de douleur. Ce serait une pauvreté, non une puissance. Devenir intouchable ne veut pas dire ne plus sentir. Cela signifie ne plus laisser chaque sensation prendre le commandement. La tempête peut venir, mais elle ne reçoit plus automatiquement les clés de la maison. La perte peut couper, mais elle ne décide plus de votre forme. La trahison peut apparaître, mais elle ne vous oblige plus à saigner devant celui qui vous a ouvert. L'intouchable n'est pas invulnérable. Il est souverain dans sa réponse. Cette nuance est tout. Il sait que le monde continuera de frapper aux endroits sensibles. Il sait que les hommes testeront ses réactions, que l'amour pourra le rendre imprudent, que la honte cherchera parfois à reprendre son ancien siège, que le besoin d'être compris reviendra déguisé en vérité. Mais il a appris à reconnaître ses mouvements avant qu'ils deviennent désordre. Il ne se croit pas au-dessus de l'humain. Il cesse seulement d'être conduit par ce qu'il y a de plus immédiat en lui. Une telle maîtrise ne se construit pas dans les grandes déclarations. Elle se construit dans les secondes presque invisibles. Ne pas répondre à ce message qui cherche votre panique. Ne pas offrir votre colère à quelqu'un qui l'attendait. Ne pas donner votre peur à un regard qui saurait l'exploiter. Ne pas transformer une douleur en confession publique devant des personnes qui n'ont pas gagné le droit de l'entendre. Ne pas courir derrière une validation qui vous laisserait plus pauvre après l'avoir obtenue. C'est un travail sans spectacle. Personne n'applaudit l'homme qui retient une phrase. Personne ne célèbre la porte qu'il n'ouvre pas. Personne ne voit toujours la guerre qu'il refuse de commencer. Pourtant, c'est là que se déplacent les empires intérieurs. Une vie change moins par les grandes résolutions que par ses refus minuscules, répétés jusqu'à devenir une nouvelle architecture. À force de ne plus livrer sa réaction, l'homme devient plus difficile à gouverner. À force de ne plus tout dire, il devient plus difficile à pénétrer. À force de ne plus chercher à être lu par tous, il devient plus difficile à réduire. Machiavel n'écrivait pas pour ceux qui veulent que le monde soit doux. Il écrivait pour ceux qui acceptent enfin de le regarder sans y ajouter leur consolation. Les hommes ne sont pas toujours cruels, mais ils sont souvent faibles. Ils oublient vite leurs promesses lorsque l'intérêt change. Ils admirent ceux qui les élèvent et attaquent ceux qui les jugent silencieusement. Ils aiment votre transparence tant qu'elle les rassure, puis s'en servent lorsque la peur les rend habiles. Savoir cela ne vous oblige pas à haïr. Cela vous oblige à ne plus dormir. Le sommeil le plus dangereux n'est pas l'ignorance. C'est cette naïveté raffinée qui se prend pour de la bonté. Croire que tous recevront votre vérité avec soin. Croire qu'une émotion pure sera respectée parce qu'elle est pure. Croire que la loyauté proclamée remplace l'épreuve. Croire que la douleur vous donne automatiquement de la sagesse. Rien de cela n'est certain. Une vérité mal offerte peut devenir un piège. Une émotion non gardée peut devenir une laisse. Une confiance trop rapide peut devenir une porte ouverte à celui qui n'aurait jamais dû entrer. Il faut donc apprendre à vivre avec un centre moins exposé. Laissez aux autres une surface correcte, parfois chaleureuse, parfois distante, mais toujours choisie. Gardez le noyau. Préservez ce qui, en vous, ne doit pas devenir matière de conversation, de négociation ou de chantage affectif. Ce noyau n'est pas une prison. Il est le lieu depuis lequel vous pouvez aimer sans vous dissoudre, souffrir sans vous effondrer, agir sans vous disperser, perdre sans vous abandonner. La dernière loi est peut-être celle-ci: ce que vous ne gouvernez pas en vous finira par gouverner vos relations avec les autres. Votre colère choisira vos ennemis. Votre peur choisira vos limites. Votre manque choisira vos attachements. Votre besoin d'être validé choisira vos maîtres. Et vous appellerez destin ce qui n'était souvent qu'un automatisme intérieur resté sans surveillance.
La lucidité commence lorsque l'on cesse d'accuser seulement le monde et que l'on voit la part de soi qui lui a donné une prise. Cela ne doit pas produire de culpabilité. La culpabilité immobilise. Il s'agit plutôt d'une responsabilité plus dure, plus adulte. Voir où l'on se livre. Voir où l'on se répète. Voir où l'on confond intensité et vérité, abandon et amour, réaction et force, transparence et courage. Ces confusions ont parfois l'air belles. Elles peuvent même sembler nobles. Mais elles coûtent cher lorsqu'elles sont placées devant des êtres qui ne savent pas respecter ce qui leur est donné. Devenir intouchable, c'est retirer ces confusions une à une. Ce n'est pas fermer la vie. C'est cesser de l'ouvrir n'importe comment. Ce n'est pas mépriser les autres. C'est ne plus leur confier le gouvernement de votre état intérieur. Ce n'est pas ne plus aimer. C'est aimer sans remettre toute votre souveraineté entre les mains de ce qui peut partir. Ce n'est pas ne plus avoir peur. C'est ne plus laisser la peur signer à votre place. Alors une transformation silencieuse se produit. Les provocations perdent leur ancien éclat. Les flatteries deviennent moins enivrantes. Les trahisons, lorsqu'elles arrivent, révèlent plus qu'elles ne détruisent. Les douleurs n'ont plus le même pouvoir de vous définir. Vous ne devenez pas invincible. Vous devenez plus lent à être possédé par ce qui vous arrive. Et cette lenteur, dans un monde qui cherche sans cesse à produire votre réaction, est une forme rare de pouvoir. Peut-être que certains appelleront cela froideur. Laissez-les. Ceux qui vivaient de votre impulsivité auront toujours intérêt à nommer votre maîtrise comme une perte d'humanité. Ils préféraient la version de vous qui expliquait trop, qui aimait trop vite, qui se justifiait, qui s'ouvrait, qui revenait, qui se blessait devant eux avec une sincérité presque offerte. Lorsque cette version disparaît, ils ne perdent pas votre cœur. Ils perdent leur accès. Et c'est exactement là que la souveraineté commence. Non dans le bruit d'une victoire, mais dans cette absence de prise. Dans cette paix qui ne se justifie plus. Dans ce regard qui observe avant de répondre. Dans cette parole qui ne sort que lorsqu'elle sert réellement quelque chose. Dans cette douleur qui n'est plus immédiatement transformée en identité. Dans cette force qui n'a pas besoin de s'annoncer, parce qu'elle existe déjà dans la manière dont vous ne vous laissez plus déplacer. Le monde continuera de frapper. Il continuera de séduire, de tester, de promettre, de retirer, de provoquer. Il continuera de chercher en vous le bouton ancien. Mais si vous avez retiré ce bouton de ses mains, alors quelque chose a changé pour toujours. Vous n'êtes pas devenu insensible. Vous êtes devenu moins accessible au chaos. Et peut-être est-ce cela, finalement, la seule liberté sérieuse. Sentir encore, mais ne plus appartenir à ce qui vous fait sentir.